Yo les cuistots, bienvenue sur Food Kitchen, le média qui vous cuisine le football de l'entrée au dessert. Et actuellement, dans cette période, on est à fond dans l'Afrique, on est à fond dans le berceau de l'humanité. Donc voilà, toujours avec Edson, toujours avec Erland. Les gars, comment vous allez? Super, et toi? Bien, bien, très très bien, très très bien, parce que là, ça va être un mood un peu combatif. Le Voilà, il est fight. temps. On a eu un épisode sur la CAN où voilà, on a respectueusement donné nos points de vue. Là, c'est fini. J'adore comment tu appelles Là, le respectueusement, tu vois. Euh, exactement. Mais voilà, ça va se faire dans les règles de l'art parce que là, du coup, on va parler du top 5 des footballeurs africains all-time. Donc vraiment de tous les temps. Et je pense que c'est un exercice qui peut être assez sympa pour pouvoir restituer un peu les parcours de certains footballeurs. Peut-être qu'on a tendance à oublier, bon, pas nous, mais certains peut-être oublient que l'Afrique a eu de très, très, très grands talents qui ont combattu dans des top 5 à leur poste all-time jusqu'aujourd'hui et que des fois c'est bon aussi de leur donner des fleurs. Donc écoutez, on va pas tergiverser. En off, on a pu se rendre compte de certaines irrégularités, on va dire, donc on va pouvoir rentrer directement dans le vif du sujet. On va faire simplement par ordre décroissant. Donc du top 5, 5, 4, 3, 2, 1. Forcément, Food Kitchen reste un média galant de gentlemen, donc forcément, on va laisser Erland démarrer. Et ensuite, Yes. on verra comment on va voir l'ordre par la suite. On va peut-être être un peu concis, bref, pour le cinquième, quatrième place. Comme ça, pour le podium, on se bagarre comme il faut, comme si on était au MMA. Donc, dis-nous, Erland, quel est ton cinquième joueur all-time africain? Ok. Marc-Vivien Foé. Ok. Ouais. Parce que Bien moi, son c'était âme. voilà, paix à son âme. Moi, c'était ma première CAN, je pense, j'avais 12 ans. Hmm. J'avais 12 ans, donc c'était la première fois que je suivais la CAN. Et je regarde ce match, Coca, beignet, toute heureuse de suivre ce match. Et malheureusement, on a Foé qui décède, faut dire la vérité, qui décède, qui fait une crise en plein écran. Et je me rappelle à l'époque, on n'avait pas le réflexe comme aujourd'hui de cacher les caméras, de cacher de filmer autre chose et de cacher le joueur, de respecter son intimité. On avait vraiment ces convulsions en direct. Et moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Ouais, moi aussi. Et je l'ai mis dans mon top 5 parce que pour moi, ce joueur-là, c'était un grand joueur déjà. C'était un grand joueur camerounais. Et pour moi, Il a un prix à son nom, le prix Marie-Vian Fouet. exactement. Et pour moi, en fait, si tu veux, il a révolutionné le foot puisque justement, maintenant, en fait, l'équipe médicale est plus au taquet par rapport à cela. Parce que je sais que Foé, ils avaient assez tardé pour intervenir sur le terrain. Justement, ce drame a permis aussi de sauver. J'ai oublié le nom de ce joueur qui avait fait une crise lors Le de Danois, Eriksen. Comment? Ah, Exact. c'est très bien Voilà, fait. merci. Et c'est ça qui l'a sauvé. Et concrètement, il a fallu un drame pour que derrière, on puisse sauver des joueurs comme ça. Et vraiment, voilà. Fouet. Fouet. Parce que c'est la canne qui m'a marqué, ma première canne, ça m'a marqué. Et pour moi, il a révolutionné le monde du foot. Malheureusement, par sa mort, il a révolutionné le monde du foot, en tout cas. Et grand joueur de Lens, hein. D'ailleurs, n'oublie Exact. pas, très bon joueur de Lens. Je check un peu son parcours. Oui, Lens, hein. Lens, 5 saisons, West Ham et l'OL, quand même, avant de finir à Mm. City, toujours en jouant beaucoup. Champion de France avec Lens en 98, champion de France avec l'OL en 2002, vainqueur de la Coupe de la Ligue avec l'OL en 2001. Et au final, avec la sélection du Cameroun, joueur Mm. majeur, hein. Joueur majeur. Ouais, Donc, c'est un très très bon joueur. Un très beau parcours aussi. hmm. Et malheureusement, il nous laisse un peu orphelins. Mais il laisse une belle trace, en tout cas, dans le monde du football africain. Exactement. Je pense que les Camerounais seront bien contents de cet hommage. Moi, je le dis d'emblée, je n'ai un seul Camerounais dans ce top 5, mais il sera pas cinquième. Parce que là, le cinquième, c'est un gars, je me suis dit, en vrai de vrai, il a quand même fait ce que personne n'a fait. Mais peut-être que c'est son seul grand acte, bon, pas son seul grand acte, mais un de ses seuls grands actes majeurs dans son CV, c'est Georges Weah. Voilà. J'ai Mm. mis Georges Weah à la cinquième place. J'ai beaucoup hésité parce qu'en fait, je me suis dit, mais attends,
on parle de l'unique Africain à avoir gagné le Ballon d'Or. Et c'est pas comme s'il ne le déméritait pas. Il a vraiment pleinement gagné. C'était au sortir de la saison, je crois, 94-95 avec le PSG et l'AC Milan. Mais je crois qu'on l'a surtout récompensé pour ce qu'il a fait avec le PSG. Il finit meilleur buteur de la Champions League avec 8 buts. C'était le record. Il a fallu 20 ans pour que Zlatan vienne le battre. Le record, en tout cas au PSG, bien entendu. 8 buts. Il finit, je crois, meilleur buteur du championnat. Non, il finit meilleur buteur du PSG, je pense, voilà. Mais il était en concurrence avec Jean-Pierre Papin, enfin, le grand Jean-Pierre Papin, avant qu'il parte, bien entendu, Jean-Pierre Papin. Mais donc voilà, et puis je crois qu'il a gagné les deux coupes de françaises, donc Coupe de la Ligue, Coupe de France. Il la gagne avec le PSG. Il est joueur majeur dans le PSG de Rai, pardon, excusez-moi, de Rai, de Bernard Lama. Enfin, c'est pas juste un gars qui est là avec les Guérins, non, c'est vraiment le joueur majeur par qui tout passe. Et même avant ça, à Monaco, enfin déjà, bon, si je dois remonter Libreville, au Liberia, pardon, bon, il joue dans les plus grands clubs de Liberia, il met 24 buts en 23 matchs en une saison. Bon, le mec, on a vite compris qu'il allait partir. Il part en France. En France, il emmène à l'AS Monaco, qui était champion il y a une saison juste avant, dans les grandes compétitions européennes, en demi-finale. Et il fait de belles choses là-bas, un bon parcours européen, et en vrai de vrai, même son parcours européen, je crois, tant avec le Monaco qu'avec le PSG, avec qui il fait 3 fois demi-finaliste de suite, je pense que ça l'aide aussi à asseoir sa légende dans le foot mondial. Parce que certes, on aime notre championnat domestique en France, mais il n'était pas aussi exposé que les compétitions européennes. La Coupe des Coupes, comme on l'appelait à l'époque, ainsi que la Ligue des Champions, c'était une exposition beaucoup plus grande. À chaque fois, ou très souvent, avec le club français, Georges Weah était là. Et à chaque fois, il a fini du coup demi-finaliste avec un rôle majeur. Et il a été 3 fois meilleur buteur de l'AC Milan. Mais le truc, c'est que effectivement, donc il était Ballon d'Or et c'est énorme. Franchement, c'est énorme. Maintenant, j'aurais peut-être voulu. Après, c'est dur, hein, mais j'aurais voulu qu'il ait un truc, un coup d'éclat avec le Liberia, peut-être. À la CAN, un parcours un peu plus lointain, parce que les 4 autres, franchement, ils ont rien à lui envier, dans ma liste en tout cas. Peut-être aussi quelque chose de plus marquant aussi en Ligue des Champions. Enfin, je veux dire, t'es quand même dans l'AC Milan, le grand AC Milan. T'es censé, on t'a pris pour que tu puisses faire changer de dimension. Et je trouve que il s'est bien inséré, mais au final, dès qu'ils ont vu que Bierhoff était un peu meilleur et Shevchenko, je crois, qui venait d'arriver aussi, on l'a sauté directement. Donc, si on te saute aussi rapidement, c'est peut-être aussi qu'on a détecté que bon, t'es peut-être pas le facteur X qu'il nous fallait. Mais voilà, grand respect. Il y a beaucoup de joueurs africains dans le monde. Il est 5e dans mon classement, donc voilà. Voilà, voilà. Edson, dis-nous. Alors, moi en cinquième, moi j'ai casé déjà un gardien. Hein, un gardien. J'ai casé l'immensissime et malheureusement bourreau de la Côte d'Ivoire, Monsieur Issam El Hadari. Ok. Monsieur Issam El Hadari, parce qu'il faut le qualifier de monsieur pour ce qu'il est. Ce mec-là, comparé encore une fois aux 4 autres, sur le plan européen, il n'y a pas photo, il est clairement 1000 étages en dessous. Mais lorsqu'il fallait opérer dans cette équipe d'Égypte-là, et on ne parle pas de n'importe quelle Égypte, c'est pas non plus l'Égypte du creux du milieu des années 2010, on parle vraiment de Prime Égypte, l'Égypte qui a fait le triplé 2006, 2008, 2010. À chaque compétition, Monsieur et Samuel Adari étaient unanimement top 3 de cet effectif, que ce soit par les arts et que ce soit par la présence qu'il dégageait, que ce soit également par les larmes qu'il a décochées chez moi. On va pas se mentir, hein, je pense que ce mec-là est aisément le cauchemar de Didier Drogba. Si Didier Drogba a aujourd'hui s'il doit avoir des crises, des crises d'angoisse, ça doit être à Ah, cause les de cauchemars, c'est en forme de ce gardien-là, hein, c'est sûr. les cauchemars, c'est en forme de ce mec-là. Encore une fois, moi je suis désolé. Tout comme Erland, pour le coup, moi je le fais en fonction de ce qui m'a marqué aussi. Mm. On revient en 2006, février 2006, finale de Cannes, tout le monde voit la Côte d'Ivoire battre l'Égypte, évidemment, parce qu'on est un peu la nouvelle vague de fraîcheur sur le continent, on se qualifie en Coupe du Monde et tout, il y a une grosse génération qui arrive, donc on nous voit en train de battre l'Égypte. Sauf que qui se dresse là, Monsieur Samuel Adari, je me rappelle d'Aruna Koné qui déborde.
Il fait vraiment un travail incroyable, Aruna Koné. Il déborde, il fait un centre en retrait. Didier Drogba est à 5 centimètres du but. Il envoie une frappe, il envoie valser. Encore une fois, et Samuel Adari, il est là. Et Samuel Adari, il est là. Et qui enlève, encore une fois, le penalty de Drogba, qui est le premier penalty de la séance en 2006. Et Samuel Adari. On a un peu pleuré, on est passé à autre chose. Vient donc l'édition 2008 au Ghana, je crois. Et malheureusement, on tombe sur l'Égypte en demi-finale aussi. C'est un remake. Tout le monde pense que la Côte d'Ivoire va cette fois-ci prendre sa revanche. Honnêtement, on a les occasions pour. Toutes les occasions viennent évidemment de Didier Drogba, que ce soit deux têtes, une frappe en entrée de surface. Et Samuel Adari est là, il enlève tout. Normalement, c'est un match qui se finit à 3 partout, mais le match, il est fini à 4-1. On s'est un peu pris la fessée, mais malheureusement, le score, pardon, ne reflète absolument pas la dynamique du match. C'est encore une fois ce genre de gardien-là qui te permet, en gros, de gagner des titres, tout simplement. C'est ce gardien qui te permet de gagner des titres parce que ton équipe peut concéder, ils peuvent prendre le bouillon et il va être à chaque fois présent. Et ce qui m'a vraiment fait sceller ma décision, c'était la CAN 2017. On Mhm. parle quand même de plus de 10 ans qui sont passés depuis ses exploits. Et le mec revient en 2017 avec plus de 40 ans. Il nous sort une CAN. Mais j'ai jamais vu ce genre de performance pour un gardien aussi âgé. J'ai jamais vu ce genre de performance pour un gardien aussi âgé. En 2017, il va en finale, il élimine tout le monde. Et il a fallu un Vincent Boubacar de légende pour éteindre ce mec-là. Ce mec-là, c'est une légende vivante. Et c'est pour ça que je tenais vraiment à le caser en cinquième aujourd'hui, parce que pour moi, c'est le meilleur gardien africain de l'histoire, tout simplement. Et, et c'est vrai que tu as quand même t'as toujours des joueurs comme ça qui, effectivement, je vais pas dire factuellement comme si c'est une science absolue, mais bien sûr que on est conscient que il y a peut-être meilleur que eux dans le grand paysage footballistique, mais ils Ouais. t'ont tellement marqué. Moi, ce Mm. gardien-là, en fait, à chaque fois que, en plus, j'étais encore assez jeune, particulièrement, je tombais sur la CAN, je tombais sur une finale de CAN, je tombais sur lui. Je tombais sur lui qui prenait tout l'espace de la cage. Donc et c'est tellement intimidant et on parlait dans l'épisode de la CAN présente, on parlait du Maroc et c'est vrai que tu as le gardien marocain, dont je viens d'oublier le nom, euh, El Nassiri. Non. Yacine Bono. Voilà, un Simbono, Mm. voilà, qui est effectivement lui aussi grand, tentaculaire, ben un peu cette régène de Thibaut Courtois, etc. Mais Mm. Ouais. sauf que lui, en question, en fait, l'Égypte pouvait se reposer sur lui parce qu'il était plutôt grand, plutôt imposant en fait. Et cette ancienne génération de gardiens qui avait une personnalité très limite, très cartoonesque un peu, je trouvais. Donc, Ça capte un peu donc la merci vibe. beaucoup d'avoir rendu hommage à celui-là. Mais écoute, on va aller dans le même élan, on va te laisser prendre la parole pour le quatrième. Comme ça après, je parlerai après toi, pardon, on laissera Irlande finir sur ce poste 4. Dis-nous. D'accord. Bah, pour le coup, moi, je décide de mettre Monsieur Yaya Touré, quand même. Peu de Ok. respect pour ce monsieur, quand même. On parle de Monsieur Yaya Touré. Euh, Il y a eu l'épisode récent avec Zach Nani, ça sert à rien de faire le CV de Yaya Touré en vrai. On sait tout qui est Yaya Touré. Mais en fait, Yaya Touré, je tiens à en parler plutôt sur le continent africain. Hmm. Mm. Yaya Touré, ça fait partie d'un de ces pionniers-là, d'un des premiers Ivoiriens à quand même s'exporter dans les pays scandinaves, parce qu'en fait, comment ça marchait à l'époque avec la génération Jean-Marc Guillou, il y avait plusieurs relations avec les pays scandinaves et aussi avec quelques clubs de la Belgique comme Lokeren, etc. C'est vrai, ouais. Et nous, en tant qu'Ivoiriens, on est un peu habitués à rester chez nous, pour le coup. On est un peu habitués à rester chez nous, mais ça fait partie d'une des premières générations qui est partie s'exporter et qui a porté le flambeau de la Côte d'Ivoire. Donc, en 2006, il fait vraiment partie de ces commandants-là, avec Didier Drogba quand on va à la Coupe du Monde en Allemagne. Et depuis lors, il ne nous a jamais lâchés. Je n'ai pas de souvenir de mauvaise compétition de Yaya Touré sous le maillot de la Côte d'Ivoire, en fait. C'est pour ça. Il y a même des matchs où Drogba a flanché, des matchs évidents à citer, malheureusement. Mais ce sont des matchs où Yaya Touré t'a toujours sorti une performance digne, où Yaya Touré peut sortir la tête haute. Encore plus que certains dans l'équipe à ces moments-là. Et en plus, en 2015, parce qu'il faut en parler, la 2015, où on prend la compétition
on prend la compétition 23 ans plus tard. On prend la compétition 23 ans plus tard, on la remporte. Et à Tourelle, il a 33, 34 ans déjà à l'époque. On se dit quand même qu'on tire sur une génération, sur la fin plutôt d'une génération, la fameuse génération dorée qu'a connue la Côte d'Ivoire. On pense qu'on ne va plus jamais retoucher cette compétition-là. Et à Tourelle est vieillissant, comme Kolo Touré, Siaka Tiéné, Boca Arthur, tout ça, tout ça. Ça ne dépasse pas, ça ne va pas en dessous de 33 ans. Et on se dit que c'est fini. Et à Touré nous sort une canne vraiment légendaire. Il nous sort une canne légendaire. Il est métronome au milieu de terrain. Il est aussi force de persuasion. Il est force vocale. Et il y a la qualité technique et la puissance qui va avec. Franchement, c'est pas très, comment dire, c'est pas très tangible ce que je veux dire, mais il avait de l'aura aussi. Il avait Bien de sûr. l'aura il avait de l'aura parce que au départ de Didier Drogba, porter une sélection, il faut les avoir grosses, pour être un peu Mhm. vulgaire. Il faut les avoir grosses, porter une sélection après un départ de Didier Drogba. Il faut les avoir grosses. Et juste merci à lui, parce que sans cette CAN 2015-là, je pense qu'on n'a pas le vivier qu'on a actuellement. On parle beaucoup de la dernière CAN parce qu'elle était spectaculaire, mais la CAN 2015 que Yaya Touré nous offre, elle est fondatrice dans notre établissement en tant que Grande Afrique, parce qu'une seule CAN, ça ne suffit pas à demander au Maroc, demander au Sénégal, demander à la Zambie, demander à tous ceux qui ont une CAN. Il faut toujours cette deuxième-là pour lancer vraiment ton statut. Et Yaya Touré nous a offert ça, et moi, j'oublierai jamais, notamment sa demi-finale contre le Congo, malheureusement. J'allais en parler. Oh Grosse merde. praline, là. La grosse praline qui n'envoie dans Kidiaba, là. Kidiaba, il aimait trop danser aussi. Faut le dire. Voilà, il n'a pas dansé, hein, Robert Kidiaba. Ah, carrément, Oh, là. purée. Tu- 150 km/h, mais juste pour ça, voilà. Et à Touré, merci pour ses accomplissements en club que je ne vais pas présenter parce qu'ils sont évidents. Mais en fait, je tiens vraiment à remercier ce mec-là parce qu'il nous a relancé et il nous a jamais abandonné. Et il a toujours été présent. Donc, merci à M. Yaya Touré. Un vrai capitaine, un vrai héritier de Drogba. Du coup, je suis très curieux de savoir où tu l'as mis. Si tu l'as mis, bien sûr, Drogba, on sait jamais. Ça, on verra. On verra. Mais oui, ouais, tu m'ôtes les mots de la bouche, forcément, quand tu parles de ce match contre le Congo, parce que de toute façon, dans toute la CAN, il a été, en fait, il a été charismatique. Alors, c'est pas tangible. Mais ça a été le capitaine et t'as senti qu'il y avait une nation qui était derrière lui. Mais j'aurai l'occasion d'en parler beaucoup plus haut pour moi. Mais sinon, je vais parler de un certain Mohamed Salah. Voilà, je le mets. Oui, je le mets là. J'ai hésité. J'ai hésité parce qu'en fait, Incroyable. je viens de le descendre en fait. Je viens de le descendre à l'instant. Ouais. Alors pas très haut, mais je viens de descendre d'une J'avais mis place. Quoi. troisième. J'aurais mis troisième. Attends, Mohamed Salah, c'est le recordman. C'est le gars qui est en train d'enchaîner les records dans le plus grand championnat du monde. Je sais pas si il faut qu'il prenne sa retraite peut-être pour qu'on s'en rende compte. D'autant plus que même au début de sa carrière, allez, on reprend. Il a démarré, il a été Golden Boy, enfin en tout cas il a été nommé parmi les Golden Boy en 2012. Il a gagné le vote des spectateurs sur internet parce que tout le monde a vu son talent avec Bâle, un petit club suisse, il choque les gens dans le parcours européen. Du coup Mourinho le prend, il s'impose pas, il va en Italie, championnat qu'il connaît pas, il s'impose là-bas, Fiorentina, Roma, la Roma carrément on l'achète. Et c'est de la petite Roma à l'époque qui était une petite Roma, il va devoir devenir être le successeur d'Andy Carroll, pas dans le jeu mais dans la fonction d'espoir en fait pour Liverpool qui cherche toujours le sauveur en fait pour pouvoir remporter une Ligue des Champions depuis 2005 il me semble, bah oui 2005 contre l'AC Milan, depuis 90 ils attendent un championnat. Donc forcément, ils ont fait des achats incroyables, dont le fameux achat raté d'Andy Carroll. Et donc du coup, bah là, il vient avec l'étiquette de l'Africain le plus cher. Et donc forcément, l'achat le plus cher de Liverpool au-dessus d'Andy Carroll. Et malgré ça, il porte la pression et il se sublime dès la première saison, 32 buts en championnat. Encore une fois, le plus grand championnat du monde pour moi, et surtout à ce moment-là. Et je crois qu'il n'a pas de saison juste en championnat en dessous de 19 buts, alors que de base c'est un ailier, mais il réinvente le poste ou la fonction d'ailier buteur presque à la perfection dans un trio qui est un des plus grands trios pour moi du foot moderne avec Mané et avec Firmino. D'autres diront que Mané c'était le plus fort.
J'entends que pendant un certain temps, Mané était vraiment très fort, voire le plus fort. Mais Salah, quand même, était peut-être le plus constant, ou en tout cas le plus ciblé. La finale contre le Real, si c'était pas lui qui était ciblé, je sais pas qui d'autre était ciblé comme lui, et c'était avec une raison particulière. Et là, actuellement, tous les records sont en train de tomber devant nos yeux. Je crois qu'il a encore battu un record de celui qui a le plus de buts et d'assists composés dans un seul club. Il vient de Ah, dépasser Wayne Rooney. Il a fait une saison à plus de 20 buts, plus de 20 assists. On n'a plus vu ça depuis Thierry Henry. Enfin, il fait des choses qu'on n'a plus vues depuis un moment. Enfin, quand on est dans la même discussion que Thierry Henry, que Wayne Rooney, c'est que tu mérites ta place dans le top 5 africain à un moment donné. Donc, du coup, moi, je l'ai mis là. De base, il était plus haut. Et je me suis dit quand même, bon, l'équipe de Liverpool était quand même assez forte aussi. mhm. Est-ce que sans lui, Liverpool n'aurait rien gagné? Pas sûr. Finalement, on est quand même en train de parler de footballeurs africains. Ben, avec l'Égypte, il n'a pas gagné. Bon, ça joue. Et puis, c'était quand même une belle équipe d'Égypte. Donc, il fallait quand même mener cette équipe quelque part. Et les trois qui sont devant moi, pardon, mais c'est des gros monsieur. C'est des grands monsieur. Il y en a juste un, effectivement, qui n'a pas gagné. Mais il n'a pas gagné avec son pays, mais il a gagné dans nos cœurs, je crois. Donc, voilà, les Marseillais, si vous nous voyez, vous savez déjà de quoi on parle. Mais, je pense qu'il y a quand même une catégorie au-dessus, qui est la catégorie des légendes. Et je ne pense pas que je peux le mettre dans la catégorie des légendes, vraiment légendes typiques, vivantes, comme en Afrique on aime bien. Donc, mais pour moi, ouais, il est là. Hein. Ok, Ok, ça se tient. intéressant. Intéressant parce que bah le truc avec Salah, tu vois, comme tu le dis, c'est que peut-être qu'en Afrique, le truc continental, est-ce que ça prend pas encore plus d'importance? Est-ce que c'est pas un coefficient encore plus important que sur les autres continents? C'est possible. C'est possible, clairement. Et dans ce cas-là, il est déclassé. Hein. Enfin, allez, il fait quand même deux finales, je veux dire, voilà. Mais voilà, c'est vrai que là, c'est vraiment quand même un point noir. Donc je me suis dit, bon, quatrième, parce qu'au final, dans mon classement, Georges Weah et lui, dans le continent, il- c'est presque kiff-kiff, quoi. Ok. Voilà. Dis-nous, Erland. Alors moi, la quatrième place, c'était la quatrième place où j'avais laissé un blanc parce que Ouais. voilà, je ne voyais pas qui mettre. Mais après réflexion, j'ai mis Mohamed Salah. Après Ah! réflexion, j'ai mis Mohamed Salah. Je ne le voyais pas plus haut. Au début, je ne voulais même pas le mettre. Au début, je ne voulais pas le mettre, mais il faut reconnaître qu'il a participé à l'essor aussi de l'Égypte. C'est-à-dire que lui, il est arrivé après cette CAN qui a été gagnée par l'Égypte, cette dernière CAN qui a été gagnée par l'Égypte. Mais il faut dire, il a son mérite de s'être retrouvé deux fois en finale, malheureusement, après avoir fait de beaux parcours justement dans ces CAN. Et il a ce mérite-là d'avoir aussi mené l'Égypte justement à la finale. Donc, je mets Mohamed Salah à la quatrième place parce que c'est quand même une légende des pharaons. Ici, on se réfère, si on pense pharaon, on pense aussi à Mohamed Salah. On l'identifie aux pyramides, les pharaons. Et on attend sa photo de Noël avec impatience, comme chaque année. Toi, tu cherches un problème avec les communautés, une certaine communauté, on veut pas être là-bas. Alors, je laisse à notre pépé, sa place, pardon. T'inquiète, je pense pas qu'il va la Pardonnez-moi. poster. Je pense pas qu'il va la poster, il est trop occupé à s'embrouiller avec son club actuellement, t'inquiète. Ah oui, Ah, non, mais ça aussi, ça baisse dans la légende. Hein. Ça, j'avoue. J'avoue que ça, c'est pas très légendaire. Du coup, Erland, vas-y, on continue avec toi on rentre dans le podium. On rentre dans le podium. Là, je crois que c'est plus une question d'ordre maintenant, presque. Ah, alors en troisième, moi franchement, je vous dis, je me suis basée par rapport à partir du moment où j'ai commencé à suivre la CAN, donc 2003. Sadio Mané. Ok. Sadio Ça, Mané c'est- en trois, puisque pour moi, Sadio Mané a vraiment participé à l'éclat justement du Sénégal et cette CAN qui gagne, c'est en quelle année? 2021, si je ne me trompe pas. ça. C'est ça, 2021. Il a grandement contribué. Et en 2021, qui gagne le Ballon d'Or? C'est Messi, je pense. Ouais, c'est possible. C'est Messi. C'est Hein. Messi, oui. Pour moi, c'est du vol. Ce Ballon d'Or, pour moi. Concrètement, ce Ballon d'or, pour D'entrée moi, de jeu comme c'est du ça. vol.
Le Sénégal, pour moi, était sur le podium grâce à Sadio Mané. On a Mendy aussi qui est sur le podium. Mais pour moi, voilà, Sadio Mané est celui qui a vraiment contribué à cet équilibre dans le jeu sénégalais, qui a beaucoup apporté au Sénégal. Et c'est un pays pour lequel on n'avait pas vraiment de joueurs sénégalais qui ressortaient comme ça, où on pouvait donner un joueur sénégalais du tac au tac comme ça. Et Sadio Mané, voilà, pour moi vraiment a fait resplendir la Teranga à l'échelle mondiale. Donc, Sadio Mané en numéro 3. Intéressant. Intéressant, Honorable, intéressant. Il y a honorable de ouf. Et par contre, honorable comme. respecte Léo. Honorable. Bon, bah, pour le Ballon d'Or 2021, ça c'est ton avis, hein, ça C'est du vol, je le répète, c'est du vol. C'est du Ah, vol. là, 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 là. Je veux me Ah, fâcher mais avec les Barcelonais, je le dis encore, c'est du vol. on est Bon, des Barcelonais, on est des Barcelonais Maxime. assez polis, assez Assez respectueux. humble, ça va, je le reconnais, mais en tant que Hobbes du Barça, je dois le dire, c'est du Ah, vol. des vols. Là, 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 là. Ah là là, une de plus, hein, que veux-tu. Ouais, mais c'est vrai que ça aurait été bien de voir enfin, un Africain, Sadio Mané particulièrement, Voilà. gagner le Ballon d'Or. Et c'est vrai qu'il a eu une carrière honorable. Edson, je vais te laisser finir sur le poste 3. Moi, je vais peut-être me fâcher avec quelqu'un. Moi, j'ai Drogba. Ah, t'as Voilà, Drogba en 3. j'ai Drogba en 3. Franchement, c'est compréhensible. J'ai Drogba Je en peux pas le 3. concevoir. Moi, je peux pas le concevoir. Franchement, c'est compréhensible. Et J'ai c'est Drogba même, en 3. et c'est même honorable parce que bah, on parlait de la logique de gagner la CAN en tant que facteur, en Ouais. tant que coefficient qui comptait encore plus que les autres continents et ça va dans la logique. Du coup, moi, je suis Ouais. d'accord. Et, et effectivement, on parle de gagner la CAN. Tu l'as très bien expliqué, très bien raconté, donc je vais pas redire ce que tu as dit, Etienne, mais c'est vrai qu'il bute sur une équipe d'Égypte magistrale et un gardien, un dernier rempart extraordinaire. Tu mets une autre équipe face à eux, je pense qu'ils gagnent la CAN. Mais maintenant, voilà, il la gagne Mm. pas, c'est un fait. Il est Ouais. finaliste. Il emmène par contre son pays en Coupe du Monde pour la première fois, il me semble. C'est la première fois que vous allez en Coupe du Monde. C'est avec Drogba. Alors, j'ai failli en plus mettre l'héritage qu'il a. Donc, tu sais, les moments où il a voulu arrêter la guerre dans son pays, etc. Ça, pour moi, ça le mettait même numéro un, du coup. Parce que Ah, la celui-là. legacy qu'il a, c'est incroyable. Et il était encore joueur, hein. C'est même pas comme s'il l'a fait après. Il était encore Mm. joueur. Mais, alors, bien sûr, il y a son parcours à Guingamp. Enfin, je veux dire, n'oublions pas qu'à Guingamp, il va en tant que pour remplacer Guy Varch. C'est plus le grand Guy Varch, mais c'est quand même un Guy Varch qui s'est blessé, mais qui vient d'Auxerre, de 2 saisons solides à Auxerre, et donc on se dit peut-être venant d'Auxerre, il va pouvoir faire ce qu'il a fait avec nous à Guingamp. Bon, il se blesse, il a quand même une pression. Il vient de Division 2 avec Le Mans, il a quand même une pression. Première saison, il parvient à maintenir le club, et surtout deuxième saison à Guingamp, enfin le duo avec Malouda, il finit septième à 3 points, je crois, d'une place européenne, alors que c'était un club qui de base devait se maintenir, qui s'est maintenu la saison précédente. Et c'est vraiment ce que j'aime avec Drogba, c'est qu'en une saison, il a besoin d'une occasion seulement pour changer de dimension tout un club, enfin de changer un club du tout au tout. Et on l'a vu avec l'OM. Avec une seule saison, je n'ai jamais vu un joueur qui n'a fait qu'une seule saison dans un club et qui aujourd'hui est beaucoup plus respecté que des gens qui ont fait 5, 6, 7 ans. Enfin, c'est une dinguerie. Moi, quand j'étais petit, je sais pas vous, j'avais l'impression que, donc du coup, quand il jouait déjà à Chelsea ou il venait d'arriver à Chelsea, je pensais que c'était un gars qui avait joué à l'OM pendant 6 ans. Parce que comment j'entendais les gens parler de lui, je me suis dit, bah, peut-être qu'il est là depuis longtemps et il vient d'arriver seulement à Chelsea maintenant. Non, il a fait qu'une seule saison, mais quelle saison quoi. J'ai jamais vu l'OM bâtir un effectif entier pour lui. Enfin, pour un homme, quoi. Ça a toujours été pour plusieurs joueurs forts, c'est vrai, mais tout semblait être fait pour lui et l'OM a eu raison de le faire. Et donc, du coup, pour moi, ça c'est extraordinaire. Je crois qu'aucun club français n'a pu bénéficier d'un tel artificier, d'un tel goléador comme Drogba. Jamais. Et même en compétition intercontinentale, quoi. Enfin, je veux dire européenne, quoi. Et ensuite, bien sûr, il y a sa période à Chelsea. Mais le souci que j'ai un peu avec sa période à Chelsea, c'est qu'il y a eu des moments, il a été critiqué pour ça. Des fois,
bon, souvent, déjà, il simulait ses fautes. C'est bon, ça, je veux dire, c'est tous les joueurs. Donc voilà. À cette Voilà. époque, hein, tu plongeais, hein, Bien plus, hein. sûr, bien sûr, Voilà. bien sûr. Dans le championnat le plus physique qui soit, je peux comprendre. Mais alors, autant il a eu des saisons mais incroyables. Je crois qu'il y a eu la saison 2007. Je crois il était à son prime où il finit avec je sais plus combien de buts, 20 en championnat, mais encore d'autres. Il finit du coup quatrième au Ballon d'Or. Donc je pense que c'est 2007 ou 2006. Je pense que c'est 2007. Ouais, c'est ça, c'est Et 2007. 2007. Ouais, ouais. Et donc voilà. Donc là, bien sûr, c'est un des plus grands buteurs de tous les temps. C'est un des plus grands buteurs de la Première Ligue. Je crois qu'il est déjà Hall of Fame de la Première Ligue. S'il ne l'est pas, il va l'être, mais je pense qu'il est déjà. Mais ça à vérifier. Maintenant, bah, il y a quand même. Alors, j'ai deux personnes du coup devant qui, pour moi, un qui a vraiment tout prouvé. Donc il a un peu intouchable pour moi, selon moi. On verra ce que vous allez dire, mais Mhm. selon moi. Et le deuxième, bah, en fait, il a aussi été dans cette première ligue-là. Bon, il n'a pas été attaquant, mais en fait, tout ce qu'on lui a demandé de faire, il l'a fait à plusieurs reprises. Et j'aurais voulu que, justement, avec Drogba, on puisse. Alors, ça joue à des détails vraiment fins. J'aurais voulu peut-être que cette légende de buteur, de grand buteur qu'il a été en France, puisse aussi être plus souvent répétée. Alors, il a été blessé, mais que ça puisse être plus souvent répété. Les saisons à 10 buts, 11 buts, 12 buts, bon, c'est vrai, il y a des blessures, je comprends tout à fait. C'est le championnat le plus dur, je comprends tout à fait. Très Mais physique. je me dis, il y a un goût, un léger goût de. Il aurait pu faire encore plus et gagner encore plus de titres avec ce Chelsea-là Mhm. parce que c'était le plus fort. Si tu fais un Mont Rochemort, donc les quatre plus grands personnages de telle chose, si tu fais un Mont Rochemort de Chelsea, bien entendu, moi je te mets Mourinho, Lampard, Terry et bien sûr Drogba. Mais j'ai l'impression que Lampard, il a quitté Chelsea en accomplissant tout, Drogba aussi, mais j'ai l'impression que il pouvait marquer encore tellement davantage. Quand je vois que Thierry Henry, qui est pas forcément un meilleur finisseur, bien sûr il est un grand finisseur, a marqué Mhm. beaucoup plus, je me dis mais purée, mais Drogba il est même plus fort en termes de finition, il est même encore plus fort. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que je peux mettre tout que sur les blessures? Non. Donc du coup je le mets troisième, mais je veux dire respect quoi. Il est troisième, il n'est pas 17e, il est troisième. Et donc voilà, c'est pour ça que je le mets à cette place-là. Mais bien sûr, c'est si on parle juste de grandeur, même plus sur le terrain, mais de grandeur, bah, il est numéro un pour moi. Merci, merci déjà. Déjà, je trouve ton positionnement, il est logique Merci. il est logique avec ta manière de faire. Mhm. Mais moi, je trouve que c'est logique de caser Drogba en troisième quand tu mets de côté l'aspect émotionnel. Cependant, là, c'est même pas ton classement que je conteste, c'est l'aspect prolifique de Drogba qu'on remet en doute. Et ça, je m'attendais à ça, tu vois, quand t'as dit mais, je savais que t'allais parler de manière prolifique parce que c'est un truc qui est totalement rabâché, remâché, revomi à chaque fois, parce que ce sont des faits, sauf que les faits et purement les faits, sans analyse, c'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux, peu importe le domaine, c'est extrêmement dangereux de relater des faits sans contexte ni analyse derrière. Déjà, la moyenne de 10 buts, 11 buts, c'était une moyenne de l'époque. C'était la moyenne de l'époque parce que bah, la première ligue, c'était encore plus physique. Pas en termes d'endurance, mais en termes d'impact et tout. Ça dépassait rarement les 15 buts pour le coup. Donc, atteindre 15 buts dans cette première ligue-là, c'était pas donné à tout le monde. Donc, le fait d'avoir une moyenne de 11 buts, ça prouvait déjà que tu étais un top attaquant. Ok, Thierry Henry, il jouait dans le Arsenal peut-être le plus. Bah, le Arsenal Prime, quoi. Sauf que Arsenal, ils ont un ADN. Ils ont un ADN qui est offensif, historiquement. Chelsea ne l'a pas du tout. Et Drogba, son prime, c'est passé sur qui? C'est passé sous Mourinho. Et ça s'est passé sous qui? Ça s'est passé sous des intérimaires, parce que ces mecs-là, je ne les appelle pas des coachs, des Avram Grant, des Gus Hiddink qui ont fait de la merde. Et après, tu te retrouves avec Ancelotti qui n'est pas réputé pour être le coach le plus offensif. Donc ça, c'est un. Donc ce qui faisait que bah, le jeu de Chelsea, résumé de manière très vulgaire, c'était Setch balance un long ballon, et le taf de Drogba n'était pas celui de finisseur. Ça, on a tendance à... Parce que de un, ça jouait en 4-4-2, donc il était soit avec Anelka, soit avec Crespo, soit avec Shevchenko, ainsi de suite, avec Wood Johnson et tout, qui étaient des attaquants pur jeu. Alors que Drogba, c'est un pivot, il descend dans les 6 mètres carrément, il fait le jeu. Quand Setch dégage,
hop, poitrine amortie, il protège le ballon, il remet à Lampard qui lui était un box-to-box qui donc quand Drogba faisait le jeu, Lampard prenait la profondeur, Lampard tirait les pénaltys également, d'où le fait que Lampard soit le meilleur buteur de l'histoire de Chelsea, loin devant Drogba. Donc le rôle de Drogba, en plus d'être dans une attaque à deux, donc tu as les stats divisés, c'est toi qui as le rôle de pivot, donc tu as encore moins de chances de marquer. Et de trois, bah, tu as les blessures aussi. Donc quand on combine ça, bah, tu m'étonnes que le mec il tourne à une moyenne de 11 buts, vu que bah, son rôle il est extrêmement ingrat, tu vois. Genre, c'est comme Mhm. ça, on reprochait à Giroud de pas claquer 30 buts, quoi. Bah, j'ai un peu insulté Didier, mais voilà, c'est comme ça, en résumé, Giroud a le fait de pas claquer, alors que Drogba, c'était limite un faux neuf, quoi. Donc voilà, c'est Mhm. vraiment sur ça que je tenais à insister. L'argument statistique, ok, mais il faut savoir le recontextualiser. Il y a des saisons où il se fait moquer parce qu'il a claqué 5 buts. Il a claqué 2 fois 5 buts en carrière. C'était en 2008-2009 où il est blessé après la CAN. Donc il revient vraiment en avril 2009 et encore sur cette période-là, en 14 matchs, il te claque 10 buts. C'est là où il y a le fucking disgrace, évidemment. Mhm. Euh, En 2011-2012, sa dernière saison, il a Oui. 34 ans. La star, c'est censé être Fernando Torres, qui pue la merde, on va pas se mentir. Mais désolé de l'expression, mais Fernando Torres est censé être dans le prime de sa life, il ne fait rien. Donc Drogba, il revient en tant qu'intérimaire, c'est un vieux briscard. Tu m'étonnes qu'il claque 5 buts. Lui, il est focus sur la Ligue des Champions, que d'ailleurs il a gagné, mais ça, personne ne va le dire. On Enfin, retient. il a gagné sans être majeur. Donc voilà. Quoi? Sans être majeur? Il a été clutch en finale. Non, bah, ça c'est mal collé. Bah, pour Ah, le il a coup, été on veut clutch en pas. finale, mais c'était en 2012 avec Di Matteo, justement. Bah ouais, justement, c'est pour dire à quel point il se tapait il coltinait des coachs très peu compétents pour le coup, qui ne Ah, c'est savaient même sûr. pas jouer, tout reposer sur lui, parce que cette campagne-là, il claque un but, une passe décisive sur la remontada contre Naples en huitième. En quart de finale, Benfica, bon, ça roule sur l'or. En tabac Benfica, sortez de là. En demi-finale, au match aller, il claque l'unique but au match aller au Bridge contre Barcelone. À un certain moment, bon, être clutch seulement en finale, je pense qu'on a regardé de la compétition quand même. Enfin, Oui, c'est ça. Mais ça a été, je veux dire, il a été un joueur clutch en général, il n'y a pas de souci. Mais je veux dire, ce n'est pas le joueur sur qui, je veux dire, pour arriver jusqu'en huitième et en quart, tu as besoin d'une équipe entière, tu as besoin pas juste d'un joueur. Je pense qu'ils ont réussi à arriver jusque-là, pas forcément avec lui en tant que joueur majeur. Là où, je crois que c'est en 2008 ou en 2009, ils sont arrivés en finale contre Manchester United. Et qu'il a pris une rouge justement sur la gifle de Vidic. Là où là, l'équipe avait besoin de lui parce qu'il était le joueur majeur, il était le joueur phare. Je me dis, alors ça gâche un peu sa légende, mais juste légèrement, bien entendu, parce que c'est les émotions, tout le monde en a. Mais je veux dire, le moment où il est majeur, là, je veux dire, tu l'as dit, il a 34 ans, il est clutch parce que c'est Drogba, justement, il est exceptionnel, mais au moment où tu es dans ton prime, comment ça se fait que tu, comme Zidane en 2006, comment ça se fait que tu laisses tes émotions prendre le dessus? Là, pour moi, c'est un souci, parce que là, tu es vraiment le joueur majeur. Là où en 2012, il ne l'est pas, mais bien sûr, il est clutch, il marque en quart de finale, il marque, bien sûr. Alors si je me contente que du rôle de buteur, bien sûr, alors il a réussi son truc, mais Drogba, c'est plus qu'un buteur, quoi. Il influence dans le jeu aussi. Et en 2012, je ouais, l'ai trouvé moins influent. Buteur, mais moins influent. d'accord, pas de souci alors. Donc voilà, moi, tout ça pour dire que globalement, moi je suis d'accord avec ton classement parce qu'il est logique également avec ton échelonnement de critères. Mais je voulais juste élargir la parenthèse sur le fameux mythe de Drogba, il mettait pas assez de trucs parce que bah, il y a trop de paramètres qui expliquent pourquoi il tournait pas à 30 buts la saison, quoi. Thierry Henry, c'était le seul attaquant d'Arsenal. Van Nistelrooy, c'était le seul attaquant de United. Tu m'étonnes que tout le monde centre pour sa gueule, tu vois. Donc, Hum, à un hum, certain moment, il hum, fallait un peu remettre le contexte par rapport à tes stats. Mais sinon, je suis d'accord avec ton hum, classement. hum, hum. Ah, bien sûr, non, mais c'est clair, hein, c'est clair. Tout à fait logique aussi de ta part. Et du coup, t'as mis qui en 3 alors? En 3, moi, j'ai mis Mohamed Aboutrika. Mohamed Aboutrika, qui était le milieu phare, le Zidane égyptien. C'est pas du tout un hasard qu'on l'appelle comme ça. Numéro 7 ou 8 floqué dans le dos, si je me rappelle bien. Aboutrika, c'est... Aboutrika, ça fait partie justement de cette caste d'Égyptiens-là, donc 80% de l'équipe égyptienne de l'époque, qui ne partait pas en Europe. Cette équipe de l'Égypte-là, il y en a très peu qui sont allés en Europe. Franchement, c'était des joueurs du Zamalek, c'était des joueurs de je ne sais où au Maghreb ou alors en pays arabe. Ces mecs-là, tu les voyais pas en Europe, mais à chaque édition de la CAN, les CAN qu'ils te sortaient, elles étaient exceptionnelles.
on parle pas de One Competition Wonder ou One Season Wonder. Par exemple, tu fais une bonne CAN, on te retrouve plus. Ce sont des mecs qui étaient vraiment constants, qui auraient pu jouer en Europe, mais qui ont fait le choix de rester dans leur pays d'origine. Mais ces mecs-là, ça contribue aussi à leur légende parce que bah, tu les voyais un peu comme tu as donné l'exemple avec Guillermo, tu vois, tu les voyais tous les 2 ans. Et tous les 2 ans, le récital qu'ils te faisaient, pour moi, c'est un des joueurs les plus techniques de l'histoire du continent. Mhm. Franchement, pour avoir vu jouer, peut-être au niveau, je vais abuser de ouf, mais je vois pas ce qu'il enviait dans le profil à des mecs comme Iniesta, tu vois. Sincèrement. Pour avoir vu jouer le mec, il a croisé des Yaya Touré, hein, mais il apprenait vraiment, genre, comme si Yaya Touré, ils étaient à l'école, Aboutrika, c'est un professeur. En fait, dans le profil, c'était vraiment un joueur exceptionnel au toucher de balle, c'était exceptionnel. Et aussi, il avait une qualité en un contre un d'ailier. C'est ça qui était bien avec Aboutrika, en fait. Genre, il fait partie de ces joueurs chétifs, mais qui vont extrêmement vite. Donc, en un contre un, c'était super. Sa finale contre le Cameroun, elle est incroyable. Je sais pas, il marque un doublé, je crois. En tant que numéro 8, hein, il marque un doublé. C'est un mec qui a été là dans toutes les conquêtes. Et comme je parlais avec Essam El Hadari, à chaque fois, c'était le genre de mec qui finissait top 3 de l'équipe d'Égypte à la fin de la compétition. Ça se battait constamment avec El Hadari et je pense même que bah, il est joueur du tournoi en Mhm, 2008. ouais. Il est joueur du tournoi. Toi, je pense que tu as les stats devant toi si je raconte pas Mhm. n'importe quoi. Je vais regarder ça, mais ouais, ouais, tout à fait. Je En tout pense cas, qu'il j'ai le est souvenir joueur de du l'avoir vu tournoi. soulever le trophée, entre guillemets, de meilleur joueur, tout Donc à fait. voilà, ouais, voilà il fait partie de cette case d'Égyptiens-là qui n'ont jamais quitté le pays. Mais qu'est-ce qu'ils étaient forts. Et c'est potentiellement, des fois, on dit Mohamed Salah. Je pense que des fois, il y a des Égyptiens, quand tu leur dis Mohamed Salah est le meilleur joueur de l'histoire du pays, il y a moyen que, Non. il y a quelques sourcils qui se froncent, tu vois. Bien sûr, Parce que ce bien sûr. mec-là existait, pour le coup. C'est un des meilleurs joueurs, je crois. Je ne sais pas combien de ballons d'or africains il a pris, pour le coup, mais c'est vraiment quelqu'un. Et moi, c'est quelque chose de purement subjectif, pour le coup. J'ai casé Mohamed Aboutrika parce que sur le continent africain, ce qu'il a apporté, tant en club que, en sélection, c'est inquantifiable. Clairement, clairement. Je suis en train de regarder meilleur joueur africain de l'année en 2008. Ouais, effectivement. Effectivement, effectivement. Non, très grand joueur technique. C'est vrai que j'ai aussi pensé à lui. Alors bien sûr, si on se focalise vraiment sur ce spectre-là du foot africain, je pense qu'effectivement, je veux dire, il fait partie du gratin africain all-time. Et effectivement, il n'y a rien à faire. Quand tu es un pays africain, tu t'attaches plus facilement à ceux qui ont mené ton pays au sommet. Je veux dire, d'autant plus que à ce moment-là, c'est une époque où on minimise les pays africains. Donc du coup, c'est comme si on marginalise un peu vous, votre trophée, enfin, votre CAN, votre compétition en fait là. Mais tant pis, nous, on est content avec notre CAN. Donc quand on a des joueurs qui nous font gagner la CAN, ou en tout cas qui nous font rêver, bah, on va les mettre plus haut dans la légende. C'est pour ça que même, allez, je reparle d'un Chancel, Mbemba, bah, il est plus haut, il a rien gagné avec nous. Il a rien gagné avec nous, mais le cœur, en fait, le cœur que tu mets, l'énergie que tu mets, l'aura que tu mets, en fait, ça, tu touches à des choses intangibles. Mais Boutreka, c'est plus qu'intangible, parce que du coup, il y a les trophées qui viennent Bah oui, avec, il y c'est a les plus accolades qu'intangible. individuelles. C'est plus C'est... qu'intangible. Et pourtant, en fait, on était parti sur une logique de tu devais gagner et avec ton pays et être marquant en club. Alors que ce mec-là, on l'a pratiquement jamais vu jouer en club. On va pas faire non plus les puristes, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est le genre de gars, vraiment, le côté continental, il explose le côté club de la plupart des joueurs dans le classement. Donc, franchement, prendre 3 cannes d'affilée, être littéralement peut-être le plus grand joueur de l'histoire de ton pays, pour moi, ça te casse automatiquement top 3 pour le coup. En Bien plus, sûr. il a fait un tripit, quoi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. On va accélérer, on va aller au top 2, les deux derniers directement. Exceptionnellement, je vais commencer parce qu'on en a déjà un peu parlé. Ouais. Donc c'est pas une surprise forcément. Je reste dans la Côte d'Ivoire, je reste dans la pays des lagunes, et donc du coup je vais du côté de Yaya Touré moi. Voilà, Ah, moi du côté de Yaya d'accord. Touré. Ça Ah ouais change. ouais clairement. Là je crois que c'est plus même une question de coup de cœur quand même. J'avoue. Ok. Parce que alors j'ai longtemps en tant que Barcelonais, j'ai longtemps pas compris la haine que certains pouvaient avoir en disant que oui, Yaya Touré en fait il est beaucoup plus fort que Busquets. En fait il y a eu un moment donné, en tout cas dans mon entourage, je sais pas vous, mais un gros débat sur Yaya Touré, Busquets, c'est qui le plus fort, c'est Yaya Touré qui est beaucoup plus fort, etc. Ouais. C'est Touré qui méritait d'être au Barça, etc. Dont acte. Mais
Ce qui est sûr, c'est que les faits sont les faits. Et malheureusement, Busquets était visiblement le bon choix en termes de fit avec Xavi et avec Iniesta. On ne sait pas ce que ça aurait donné avec Touré. Mm. On peut être d'accord de se dire que ça aurait été pareil ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est que Yaya Touré à City, c'était vraiment le choix qu'il fallait. Et il a joué dans un trio d'entrejeux avec Gareth Barry, avec Nigel de Jong, pardon, mais c'est pas l'entrejeu le plus incroyable qui existe dans le football. Et il a dû jouer un rôle beaucoup plus haut. Moi qui suis du coup en Belgique, je l'ai vu jouer beaucoup avec Beveren, avec Locker, enfin oui, En Beveren, tiens. Ouais. voilà, avec Beveren, donc du coup, il était vraiment un milieu défensif comme des Fabinho à Monaco, etc. Quoi. Donc, il se retrouve à jouer à ce poste-là de 8, de vrai box-to-box, et jusqu'aujourd'hui, honnêtement, et je suis fier de le dire, peut-être que le meilleur, le plus grand box-to-box de tous les temps, peut-être il est africain en fait. Le plus grand box-to-box dans le jeu mondial, il est, ou un des meilleurs box-to-box, est sûrement africain en la personne de Yaya Touré. Son volume de jeu, sa capacité à jouer en attaque, à être influent en attaque, à être influent en défense, à être influent dans les coups de pied arrêtés, donner l'impression, et là c'est que sur l'aspect impression visuelle, de savoir tout faire, de pouvoir tout faire. Alors, c'est vrai que du coup, pourquoi je parle de coup de cœur? Parce que bah, j'ai l'impression que mon classement de numéro 2 se base sur ce qu'il a fait à City. Et donc, tout ce qu'il a fait au Barça, le fait qu'il a un peu été relégué, un petit peu, on va dire ça comme ça, je le mets un peu de côté ou quoi, mais c'est parce que son prime à City m'a tellement choqué, sa saison à plus de 20 buts m'a tellement marqué, je n'ai jamais vu un joueur faire cela dans le championnat qui était super dur. Et puis, il faut le faire de faire gagner ton club pour la première fois en première ligue. C'est ça qui place un Jamie Vardy très haut dans la légende anglaise. C'est ce qui place Riyad Mahrez pour certains comme un des meilleurs ailiers de la première ligue moderne. En tout cas, on va rester prudent. Mais c'est parce que tu fais des choses que personne n'a fait. Et je suis vraiment, vraiment pareil. Je parlais du Mont Rushmore de Chelsea où tu dois mettre Drogba, tu dois mettre Lampard, Terry et Mourinho. Mais en tout cas, pour moi, le Mont Rushmore à City, tu es obligé de mettre Agüero et de mettre Yaya Touré. Tu peux pas les enlever. Ils ont été trop importants dans la culture même de la gagne. Si ça se trouve, ce fameux Agüero contre QPR, en fait, ce championnat qui n'est pas qui a été gagné, s'il n'est pas gagné, tu ne sais pas si derrière ça enclenche la culture de la gagne par la suite qu'ils ont connue. Parce qu'on parlait dans un autre épisode précédent, Edson, tu parlais du fait que le Maroc n'a pas d'historique pour se dire ah bah quand on est en galère, on peut se reposer sur tel match où on a gagné. Bah, en fait, les joueurs de City peuvent se dire mais purée, nous aussi, on a eu dans notre histoire une galère où jusqu'à la 38e journée, on n'était pas sûr d'être champion. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui City, c'est une équipe que tu ne peux pas laisser, que tu dois surveiller comme le lait sur le feu jusqu'à la dernière journée? C'est parce que Yaya Touré, il a poussé une équipe à aller jusqu'au bout du bout et à y croire, saison après saison. Des fois, tu te demandais c'est qui le leader? C'est lui, c'est Agüero, c'est compagnie. Enfin, en tout cas, c'est ce que je me disais. Et puis surtout, bah, il n'y a rien à faire. Il y a la sélection. Franchement, les gars, la sélection, pour moi, c'est un des capitaines les plus. Alors, c'est un héritier de Drogba. Je veux placer, donner les fleurs à qui doivent revenir les fleurs. Les fils ne sont rien sans les pères, entre guillemets. Mais dans tous les cas, Yaya Touré a beaucoup appris avec Drogba. Et il a démontré, en fait, tout ce qu'il avait appris en dominant de la tête et des épaules un tournoi de la CAN qui commençait à être relevé un peu plus. Et voilà, encore une fois, il faut le faire pour gagner enfin, pour emmener encore ton pays à gagner alors que ça faisait un moment qu'il voulait gagner. Donc le côté première fois, le côté moi, même si ça fait longtemps que vous n'avez pas gagné ou vous l'avez jamais gagné tel trophée, moi je vais vous montrer comment on fait pour gagner. Bah lui il l'a fait. Et il a fait vraiment en patron, en taille patron, pas en se pas en lieutenant. C'est pour ça que je sais même pas si vraiment c'était un lieutenant d'Agüero ou je sais même pas parce que il a vraiment été en taille patron du début à la fin. Et puis bah les trucs individuels, bon ça on n'en parle pas. J'aurais bien voulu le voir avec un ballon d'or, mais je sais pas à quelle saison. Ça j'avoue. Mais il aurait pas démérité. Donc peut-être j'aurais juste voulu le voir gagner la Champions League en étant majeur avec City. Puisqu'il a gagné pour ceux qui ne le savent pas avec le Barça, mais voilà, mais bon, là je suis en train de jouer avec des détails parce que je sais même pas s'il avait besoin d'une Ligue des Champions avec City pour asseoir sa légende. Peut-être, hein, dites-moi ce que vous en pensez, mais voilà, pour moi il est là-haut quoi. Ouais, c'est vrai que ça aurait été beau quand même d'aller chercher un truc avec City, mais je pense que ça se sera jamais fait parce que lorsque Pep il arrive et qu'il fait passer deux autres dimensions supérieures à City, déjà de un, il y a un passif, ça n'allait jamais se faire, et Oui, ensuite, c'était déjà dans la période où
il était passé son prime, il était déjà vieux, quoi. Même la saison 2015 où on gagne la CAN, il est déjà passé son prime, quoi, pour le coup. Mais tout ça pour dire que c'est vrai, j'aurais bien aimé aussi qu'il gagne avec City, mais ça n'aurait pas pu se faire pour une raison de temps, quoi. Il était passé son prime, tout Bien simplement. sûr. Et il rentrait plus dans les plans de paix. Et aussi, c'est vrai que bah, avec le recul, je me pose une question, c'est vraiment mon plus gros what if de la sélection ivoirienne. Qu'est-ce qui se serait passé si Drogba avait accepté de céder le penalty contre la Zambie à Yaya Touré? Ah ouais. Parce que bah, justement, Yaya Touré, je sais pas, ah ouais, c'était en janvier 2012, j'ai failli dire une connerie, j'ai failli dire il sort d'une saison de champion, mais non, c'était en janvier 2012. Donc, Yaya, on va dire qu'il est dans la forme de sa vie avec City, en phase d'être champion. C'est un des meilleurs tireurs de pénalty de l'histoire du continent, il n'y a pas besoin de le dire. Est-ce que, en tant que capitaine, toi qui es Drogba, toi, tu as un peu l'ego du capitaine, en mode c'est moi qui dois le faire, ou alors tu le délègues à ton lieutenant, mais qui est peut-être meilleur que toi dans l'exercice. Et pourtant, Drogba, c'est un sacré élément dans l'exercice, mais bon. Et à Touré, il a moins de drama avec les pénaltys, j'ai envie de dire. Donc voilà, est-ce que ça aurait pas été sage peut-être de drop le pénalty à Touré à cet instant-là? On le saura jamais. Et c'est Ouais. quelque chose qu'il regrette amèrement parce que je crois il a dit maintes fois et je pense qu'il a même redit dans l'interview avec Zach Nani, tu vois. Hum, hum. Voilà, c'est un de mes plus Ouais, gros ouais, what ouais. if. Bah du coup, ouais, c'est ça. Bah du coup, Erland, dis-nous un peu ton numéro 2. Bah, mon numéro 2, moi, c'est Drogba. Didier Drogba. Comment dire, pour moi, Didier Drogba, déjà, il a fait presque toute sa carrière en France. Il a commencé sa carrière en France. Et c'est quelqu'un qui a brillé sur tous les domaines du foot où il est passé. Il a marqué toutes les équipes dans lesquelles il est passé, il les a fortement marquées, que ce soit en France, que ce soit ailleurs, que ce soit en Angleterre. Partout où il est passé, il a marqué l'histoire de ses équipes. Et ces équipes gardent pour la plupart un très bon souvenir du passage de Didier Drogba. Et, voilà, pareil, comme les autres joueurs que j'ai cités, c'est quelqu'un qui a fait resplendir aussi le nom de la Côte d'Ivoire. Avec le numéro un, je pense qu'on a presque le même, en tout cas j'espère. Je crois. Euh, Mais en tout cas, vraiment, voilà, c'est un joueur qui a eu le mérite voilà, de mettre l'Afrique, le football africain sur le toit du monde. C'est-à-dire que il a apporté une légitimité au foot africain, c'est-à-dire qu'il l'a fait briller d'une manière où on se devait de respecter aussi le foot africain. Et on voit aussi ce rôle qui dépasse aussi le foot. On voit aussi ce rôle qui dépasse aussi le foot, où il intervient dans cette guerre que traverse le pays de Côte d'Ivoire. On se dit, c'est quand même un risque. C'est quand même un risque de ne plus se voir sélectionné par la suite. Quand, par exemple, un joueur prend la parole, et on a pu le voir, par exemple, avec Kylian Mbappé, qui a pris la parole sur des questions qui touchaient les pays de la France. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a certaines personnes qui ne sont pas d'accord avec le fait que des footballeurs puissent prendre la parole sur le domaine politique. Et c'est un risque que Didier Drogba a pris. Malheureusement, il s'est présenté en tant que président de la Fédé, ça n'a pas fonctionné. Et pour moi, en fait, c'est un joueur qui est et qui était légitime à ce poste. Mais vraiment, pour moi, c'est quelqu'un qui a fait vraiment briller le football africain. Et voilà pourquoi je le mets à la deuxième place. Il a placé l'Afrique sur le toit du monde, comme le Hum. premier. Donc voilà, C'est vrai, en le deuxième. pionnier, le pionnier. Et toi, t'as aussi Drogba en 2 ou on doit faire du suspense ou... Non, il n'y a pas de suspense, ça. De toute façon, j'ai rien à rajouter par rapport à ce que Erland a dit, hein. Ouais, ouais. On est d'accord, on est d'accord. Un des rares Ivoiriens à rester pieux et calme quand on parle de Drogba. J'apprécie. Waouh! Pourtant, ça demande des J'a- efforts de ouf, hein. Non, mais bien sûr, mais j'apprécie, mais en tout cas, ça nous permet de finir avec le numéro un qui est forcément, je crois, un mec du Super. continent. On en a qu'un Continent. seul. Enfin, du coup, voilà, c'est quand même le plus grand. Allez, on va pas parler à trois, donc qui est chaud pour parler de Monsieur Samuel Eto'o, fils? Allez, Mais qui écoute, peut faire sa pub, en fait, pour finir on va, l'émission? on va- on va conclure sur moi, hein, parce que bon, ça fait un peu la ronde. Erland parlait, Oui. c'était à Yes. mon tour de toute façon. Monsieur Samuel Eto'o, comment dire, le 9 majuscule, le,
Monsieur anti-Guardiola par excellence. Je pense que c'est ce J'ai mec-là, rappelé il la a lancé la Guardiola, vibe. un grand joueur. Très grand joueur. Non, mais vraiment, on parle, mais c'est lui qui a vraiment lancé le soulèvement africain contre Guardiola, hein. Ah, Yes. je pense qu'on est tous d'accord, dans nos pays, il y a quand même un sentiment anti-Barça qui est quand même bien fort, tu vois. Ouais. Donc, c'est grâce à ce monsieur-là. Non, mais plus sérieusement, je pense que là où Eto'o, il a vraiment changé la dimension des footballeurs africains, c'est déjà dans les standards, tu vois. Mm, Je pense que à l'époque où Eto'o était en son prime, très peu de joueurs étaient dans les standards européens, mais vraiment de cette manière, d'une manière récurrente, et peu de joueurs pouvaient prétendre de façon régulière à être dans un top 3 Ballon d'Or, comme Eto'o l'a fait, ouais, c'est bon. en fait. Parce que, bah, on va pas se mentir, historiquement, en tant qu'Africains, et ce dans tous les domaines, on nous a toujours regardé de haut, et nous-mêmes, on a toujours eu un sentiment d'infériorité un peu. Donc, c'est le premier qui a réveillé cet orgueil-là, et on s'est dit, ah d'accord, on peut Mm, atteindre ce genre de standard de façon régulière. Donc, déjà, on va pas parler de la carrière, du début de carrière internationale en canon. On a les Jeux Olympiques en 2000 ou je sais pas qui a remporté, je sais plus s'ils ont remporté les JO en mm, 2000, le Oui, ils Cameroun. ont gagné. Ils ont gagné, tu vois, tu as la CAN 2000, tu remportes les JO en 2000. wow. Tu enchaînes avec la CAN 2002, ouais, c'est ça, contre le Sénégal. Mhm, Début de carrière en canon, guette la gueule du palmarès. Tu te dis pas qu'un joueur africain, il peut débuter avec ce genre de standard. Donc c'est ce mec-là, en fait, qui lance vraiment cette mode-là de ah ouais, on peut le faire aussi. Donc le mec, je crois, c'est un 81, à 21 ans, il a deux cannes. À 21 ans, monsieur a deux cannes. Il a aussi un ego, parce que, on va pas se mentir, il y a un truc qui m'énerve chez les footballeurs noirs, on va dire, c'est qu'on se plie un peu trop aux standards qui nous sont imposés, aux mm, clichés du footballeur noir qui doit être un exemple et qui ne doit pas avoir de défaut. Ça, c'est quelque chose qui m'énerve et c'est pas pour rien aujourd'hui que, par exemple, la plupart des footballeurs préférés des Français sont des mecs calmes comme N'Golo Kanté, des mecs qui n'osent pas ouvrir lorsque on leur marche un peu sur les pieds. C'est Eto'o qui a un peu brisé ce genre de profil-là, parce que c'est ah quelqu'un ouais, d'arrogant, qui ouais. s'assume dans ses défauts et tout. Et c'est quelqu'un qui connaît sa valeur. Et ça, on a beau dire qu'il est arrogant, moi je respecte ça. Ce Il que, a imposé le là, respect. je parle même pas de foot et d'accomplissement sur le terrain, je parle vraiment d'élévation de standard africain, en fait, avec ce mec-là. Il est venu au Real avec l'intention de déloger des légendes comme Raoul. Ça ne s'est pas fait parce qu'évidemment, on ne saute pas, on ne brûle pas les étapes. Mm. Mais lors de son prêt à Majorque, à chaque Excellent. fois que Majorque croisait le Real, je Ah pense oui. pas qu'il y a un seul Majorque Real Madrid où Eto'o n'a pas planté. Wow. En Copa del Rey, je ne sais pas si Majorque remporte la Coupe du Roi cette année-là, mais il en plante deux au Bernabéu, juste comme ça. En fait, c'est un mec qui nous a fait comprendre que le succès n'a pas d'âge. Le succès n'a Mm, pas d'âge et que ces standards-là, ils pouvaient être accessibles aussi aux Africains. Il en a planté deux au Real. On pensait tous que bah il a commencé sa carrière, il pète jeune, peut-être qu'il va redescendre tout aussi jeune. Non, 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 il est parti au Barça. Il s'est montré en tant que meilleur joueur du Barça sur certaines saisons devant Ronaldinho. Ouais. Donc voilà, encore une fois, le mec, il va te dire, moi, je suis le meilleur de tous les temps sur le continent. Tu vas rien dire. Tu vas rien dire. Eto'o, c'est un personnage. Eto'o, c'est grâce à lui aujourd'hui que plusieurs joueurs noirs peuvent se permettre d'être clinquants. On parle de Balotelli, on parle de Vinicius Junior aujourd'hui, des joueurs clinquants, des joueurs, tu les vois, tu as envie de casser ton écran parce qu'ils ne jouent pas dans ton équipe, évidemment. Mais Eto'o, c'est un précurseur de ce genre de joueur-là qui montre quand tu es noir, tu as le droit d'être sûr de toi, tu as le droit d'espérer des standards, tu as le droit également de péter un câble ou d'aller faire la fête la veille de l'entraînement. C'est pas parce que tu n'es pas brésilien que t'as pas le droit de sortir aller faire la fête. C'est pas parce que t'es pas brésilien que t'as pas le droit de dire que t'es le meilleur. Donc ce genre de choses-là, juste merci en fait. Merci à ce mec-là d'avoir existé. Merci à ce mec-là d'avoir accompli ce qu'il a accompli. Et euh, sans lui, il y a plein d'équipes qui n'auraient pas été. Et ce que le Barça lui a fait, ça reste une des pages noires du club.
Malheureusement, il va gagner la Ligue des Champions, la Ligue des Champions un peu sur notre tête, j'ai envie de dire. Mais voilà, c'est mérité. Et tout ça pour dire que Samuel Eto'o, au-delà de ce qu'il a accompli, c'est plus l'homme qui m'a fait le mettre en numéro un. Ouais, clairement. T'as tout dit. Voilà, j'applaudis même. J'applaudis. J'applaudis. Non, mais voilà. Et que quelqu'un vienne tenter le fameux double triplé qu'il a fait avec Barça et l'Inter, puis on en reparlera d'autant plus qu'il a gagné plusieurs fois la CAN. Donc, que quelqu'un vienne refaire la moitié de ce qu'il a fait. Je Ouais. pense que d'ici là, on aura l'occasion d'avoir des... Ce qui est choquant avec Eto'o, c'est que, disons qu'on est, on est dans les années 2000 et tout, tu te dis, et on te dit que dans le futur, Eto'o, il aura ce palmarès-là. Parce Hmm, que à l'époque, c'est inenvisageable. Tu dis, non, ça, c'est le palmarès d'un joueur européen, tu vois. Non, c'est le hmm, palmarès de Samuel Eto'o. Il a trois Ligues des Champions, ouais. euh, il a Faut le dire. deux CAN, des JO, une finale de Coupe des Confédérations contre la France. Ouais, non, et tout Ah ça en oui. tant que joueur majeur, en tant que joueur, en tant que joueur principal, en tant que, c'est le seul qui peut dire, Messi était avec moi titulaire et j'étais meilleur que lui. Bon, et Messi était jeune. Voilà. Mais, voilà, donc, et Ronaldinho, pareil aussi. Donc, respect, Samuel Leto, pour sa carrière et respect à vous deux d'avoir tenu 1 heure de débat. Franchement, les mecs, les gars, c'est incroyable. C'était vraiment Ah, c'est incroyable, Ça franchement. va, c'était pas sanglant. C'est pas. Non, Ça va. non, ça va. Ça On va. verra ce que les gens penseront quand on mettra les extraits, de chacun et chacun, mais ça va. Je pense que Etienne, il s'est fait une bonne communauté égyptienne pour 10 ans, là. Donc, Et comment ça va, là on sent Unanime un peu sur le top le... 1 quand même. ah? Unanime sur le top 1. Oui, Ah mais bah, c'est normal, ça, pour le coup, c'est... Ça, ça, vraiment, il faut c'est être obligatoire. réaliste. Non, clairement, là, Voilà. Bon, mais on est bien bon, d'accord, ça comme veut par dire qu'on hasard. suit bien le foot, donc, voilà, et je pense que la CAN du coup, là, on tourne, ça n'a pas encore commencé, mais quand ça va sortir, ça aura déjà commencé, je pense que la CAN ne va pas changer le numéro 1, peut-être le numéro 5, 4, je sais pas, mais, voilà, le numéro Clairement, un, il y a pas de Brésilien d'Afrique, là, pour le coup, hein, dans le classement bizarre. Pas de Brésilien d'Afrique. Eux, je les attends au tournant. On va se capter. on va se capter pour un prochain épisode. En tout cas, merci beaucoup, Edson, merci beaucoup, Irlande. Bah, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez de ce classement. Qui vous voulez mettre? Qui est-ce qu'on n'a pas mis? Qui est-ce qu'on a oublié? On n'a pas mis de Nigérian, alors qu'il y a un super beau maillot nigérian. Mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est dur, hein. Faut faire des choix. Faut faire des choix. Donc, on en fera peut-être un autre sur un autre continent, qui sait. On vous tient au jeu en tout cas. Prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao. Allez. Ah.